Bonjour à toutes, bonjour à tous, Koyaweti. Bienvenue à cette dernière après-midi de notre 13e édition du Salon du livre des Premières Nations. Je me présente, je m'appelle Marie-Ève Bradette, je suis professeure en littérature autochtone à l'Université Laval et c'est moi qui aurai cet après-midi l'immense honneur et plaisir surtout d'animer cet entretien avec Jean Sioui. Mais avant de vous présenter notre invité cet après-midi, quoique je pense qu'il peut très bien se passer de présentation pour beaucoup d'entre nous, mais je veux quand même y aller avec les quelques mots d'usage que vous avez entendu répéter à quelques reprises déjà. Donc, cette activité est présentée en codiffusion par Kwayatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 13e Salon du livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Réalisée par Kwayatonk, l'édition 2024 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants: Acier Owista, le CN, Inergex Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des jardins de Wendake, Okitela, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec et Wendake. Alors, je vous présente maintenant notre invité d'aujourd'hui, Jean Sioui, qui est originaire de Wendake et qui est très certainement le poète le plus prolifique parmi les poètes écrivant en français, les poètes autochtones écrivant en français aujourd'hui. C'est aussi un des écrivains qui a la plus longue trajectoire, donc une prolificité, mais aussi une trajectoire sur le long temps, je dirais. Il va publier son premier recueil en 1997, donc il y a déjà bientôt 30 ans. Premier recueil intitulé Le pas de l'Indien, un recueil de poésie, mais de pensée aussi, aux éditions Le Loup de Gouttière. À la suite de la publication de ce recueil, il va aussi diriger la collection jeunesse autochtone Les Loups rouges à cette même maison d'édition. Il va enseigner pendant plusieurs années à une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices autochtones dans le cadre du programme de résidence pour écrivains et écrivaines autochtones en début de carrière du Conseil des arts du Canada. Et plusieurs des auteurs et des autrices que vous connaissez aujourd'hui sont passés par les ateliers d'écriture de Jean Sioui. Il a aussi par la suite fondé le Cercle d'écriture de Wendake avec cette même mission, encore une fois, de former la relève littéraire autochtone. En 2010, il cofonde les éditions Anénorak avec son fils, Daniel Sioui. Il va aussi être l'un des initiateurs du premier Salon du livre des Premières Nations, qui en est à cette 13e édition, donc il y a de cela maintenant plus de 13 ans. Il a publié près d'une quinzaine d'ouvrages en poésie, en littérature jeunesse, de même qu'un très beau récit, puis je me permets de le nommer parce que je l'ai relu dans la dernière semaine en préparant cet entretien, donc Yandata, L'éternité au bout de la rue, qui est paru en 2021 aux éditions Anénorak. En 2024, le Métropolis Bleu et les prix Voix autochtones lui ont remis le prix des premiers peuples pour souligner l'importance de sa contribution en carrière, donc à la fois sa contribution littéraire, les publications, mais aussi sa contribution au champ des littératures autochtones aujourd'hui. Son plus récent et 10e, si j'ai bien calculé, recueil de poésie, Des morceaux de temps, est paru chez Mémoire d'Encrier en 2024. Et c'est autour de ce recueil en particulier qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Alors, bienvenue, Jean. Merci, oui. Je calcule depuis tantôt. Ça fait plusieurs années. Je comprends maintenant pourquoi je suis si vieux que ça. Tout ce que j'ai fait. Je pensais que tu allais dire, je comprends pourquoi je suis fatiguée. Je suis fatiguée aussi. Bien, c'est une carrière impressionnante, là, c'est certain. À la fois une carrière littéraire, de publication, donc de contribution à mettre de l'avant, à rendre disponible sur la scène littéraire des récits qui au moment où tu as commencé à écrire, n'étaient pas publiés beaucoup, n'étaient pas entendus beaucoup, ou quand ils l'étaient, on ne les écoutait pas nécessairement. C'est impressionnante, je ne sais pas, mais intéressante, oui, absolument, parce que je me suis beaucoup plu, je me suis beaucoup amusé durant toute cette carrière-là. Puis tous les gens que j'ai connus, qui ont collaboré avec moi, bien, ça a été après
pour une retraite vraiment extraordinaire, vraiment bien remplie. Puis, je dis tout le temps, j'ai longtemps travaillé comme informaticien pour emmener du pain à ma famille, mais aujourd'hui, ben, je travaille par amour, pour le plaisir. Donc, c'est ça. C'est ça qui est beau dans ce longtemps là, que je continue à travailler encore avec cette même mentalité de m'amuser puis d'aider les gens là, au milieu des Premières Nations, les auteurs, les anciens et les nouveaux auteurs. Parce que tu parles de cette retraite-là, c'est effectivement une deuxième carrière, là, la carrière d'écrivain un peu, qui arrive plus tardivement. Puis, pour vraiment lancer notre discussion aujourd'hui, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a poussé Jean Sioui, dans les années 90, à commencer à écrire? C'est vraiment dans les années 97 que j'ai commencé à écrire, parce que j'étais informaticien, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'écriture, mais j'ai toujours aimé écrire pour m'amuser, écrire des choses, des bouts de papier que je laissais soit à la poubelle ou dans le fond de mon tiroir. Les archives perdues. Jusqu'en 97. Donc, la longue histoire, ou le hasard qui m'a amené à écrire par le biais d'artisanat, par le biais de choses que j'ai fait sur un mur dans une boutique pour de l'artisanat, sur des rondelles de bois, des pots de cuir, des choses que j'ai apportées à un moment donné à la maison d'édition Le Loup de Gouttière, dont tu as parlé tout à l'heure, parce que je travaillais pas loin d'ici, à Québec. Et puis, c'est ça. J'ai regardé dans l'annuaire un bon midi, la maison d'édition le plus près où je pouvais aller à pied, me rendre pour apporter tous mes brouillons, ma boîte de brouillons. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé en 97, quand j'ai amené tous ces papiers-là à la maison d'édition Le Loup de Gouttière, qui d'abord m'a accueilli en me disant que c'était pas du tout comme ça qu'on travaillait. Une maison d'édition ne fonctionne pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on procède. Bon, ben, j'ai retourné mes talons vers la sortie et dit, bon, ben, tant pis, j'aurais essayé. Mais elle a quand même, la madame, elle m'a dit, bon, ben, écoute, je fais d'autres choses en fin de semaine, j'ai envie de me changer les idées, laisse-moi donc ça, tout est brouillon. Donc, Francine Vernac, elle s'appelle, que beaucoup de monde connaît ici à Québec, qui était propriétaire du Loup de Gouttière. Donc, c'est ça, elle est partie cette fin de semaine avec mes écrits. Puis le lundi matin, quand je suis arrivé au bureau, mon téléphone clignotait. Puis c'était le Loup de Gouttière qui disait, viens nous retrouver ce midi à la maison d'édition, on te publie. Donc, je n'étais pas écrivain, j'étais informaticien. Puis, l'espace d'une fin de semaine, je devenais écrivain. Ça m'a pris beaucoup de temps à accepter et à comprendre. Et oui, bon, ça a commencé vraiment comme ça en 97. Puis ensuite, on était en 97. En 2002, j'ai pris ma retraite au travail. Et puis, je suis allé avec un paquet de petits jeunes à l'université. J'avais 55 ans, donc j'ai commencé à l'université. Donc, j'ai fait création littéraire à l'université, études autochtones, études bibliques. Donc, c'est après ça que le Conseil des arts du Canada m'a approché pour me demander de donner des résidences d'écrivains. Donc, pour résumer d'où je pars, d'où je viens, c'est aussi simple que ça, aussi le hasard que ça. Une carrière qui a pris son envol finalement assez rapidement. Donc, un premier livre presque par accident, la maison d'édition la plus proche de la maison, du travail, la boîte de brouillon. Je connaissais absolument rien dans ce milieu-là. Oui, et finalement, rapidement, devenir un mentor pour toute une génération d'auteurs et d'autrices. Puis, tu parles de ce certificat en création littéraire. J'ai envie de te demander... C'était comment, en fait? Là, on est au début des années 2000, donc ça fait pas si longtemps, mais en même temps, on a l'impression que, du point de vue de la prolificité des littératures autochtones aujourd'hui, que ça fait quand même très longtemps. C'était comment pour un auteur, Wendat, d'étudier la création littéraire à l'université? Bon, ceux qui le connaissent, je peux résumer très bien en disant que c'était Jean-Noël Pontbriand qui faisait des créations littéraires. Mais qu'est-ce que c'était? Je me souviens d'un... probablement, j'étais plus âgé, donc on se permettait pas autant de... On me faisait pas pleurer comme on faisait pleurer des fois les jeunes quand on lisait leurs textes. Mais je me souviens d'une fois que Jean-Noël m'avait dit
Écoute, tu n'es pas obligé de... C'est pas parce que tu es d'une Première Nation, tu es autochtone, tu es obligé d'écrire canot, puis raquette, puis ces choses-là. Tu es un auteur. Puis il m'avait presque dit que la littérature des Premières Nations autochtones, ça n'existait pas. Puis je lui avais dit, il m'avait un peu choqué, mais c'était pas son but vraiment. Là. Il voulait vraiment me montrer que je pouvais écrire dans tous les genres. Mais je lui avais dit, vous allez voir un jour, il va y avoir une littérature autochtone à Québec. Et puis, je pense que c'est un de mes plus... Bon, je n'appellerais pas ça une réussite, mais qui me rend le plus joyeux, le plus content d'avoir fait cette passe-là, de voir aujourd'hui que j'avais vu plus loin, puis que vraiment il existe maintenant une littérature autochtone qui n'existait presque pas. Il y a Jean-Noël Pontbriand, puis un certain Maurizio Gatti qui nous a aidés là-dedans à avancer là, dans la littérature des Premières Nations. La littérature que Maurizio il appelait la littérature amérindienne. Oui. C'est déjà une autre époque, hein, tout ça, quand même. Ouais. Puis, donc, rapidement, un premier recueil, une formation en création littéraire, puis un premier recueil qui abordait différents sujets. Je vais y revenir plus tard parce qu'il y a un poème dans des morceaux de temps qui me semble faire un écho un peu à des premiers sujets qui vous intéressaient. Mais... rapidement, votre littérature est devenue une littérature, je dirais presque de combat, une littérature très engagée, où vous aviez envie de mettre de l'avant, en fait, l'histoire Wendat, l'histoire autochtone, une histoire qui était effacée, qui n'était pas entendue. Bon, on écrit de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, donc c'est plus naturel d'écrire des choses comme ça, mais c'était pas vraiment le but de faire... d'être une littérature guerrière. J'ai toujours voulu que ce soit une littérature de réflexion qui pouvait aussi être reçue par d'autres gens en dehors des Premières Nations, puis qui pouvaient se reconnaître aussi dans des choses qu'ils ont vécues. Et puis, j'appréciais beaucoup quand quelqu'un qui était pas des Premières Nations, par exemple, une fois, j'ai reçu une lettre d'une madame qui disait que c'était son livre de chevet. Puis elle ne connaissait pas du tout les gens des Premières Nations. Je ne me souviens plus d'où elle vivait. Puis tout ça, puis elle disait que c'était son livre de chevet. Puis quand elle avait besoin de se ressourcer ou de s'apaiser, elle prenait ce livre-là, puis elle lisait, puis elle trouvait des choses qui lui faisaient du bien, qui racontaient un peu sa vie à elle aussi. Donc, pour moi, c'est un peu dans cette pensée que j'essaie d'offrir ça. C'est ce que j'ai vécu. Je viens de ce milieu-là. Donc, c'est un peu... Quand j'allais dans les écoles, par exemple, faire des ateliers, et puis que je disais aux jeunes, écrivez n'importe quoi, que je leur mettais, par exemple, une pomme sur un bureau, puis j'écrivais moi quelque chose sur une pomme, bien, tout le temps, il y avait un côté des Premières Nations là-dedans, un côté naturel, un côté de territoire qui sortait là-dedans. Donc, je pense que c'est dans notre âme, ça fait partie de nous autres. On peut pas écrire autrement, mais je voudrais que ce soit à travers la pensée des Autochtones, que ce soit universel aussi pour tout le monde, qu'ils puissent traduire les mots que j'ai dit puis les mettre dans leur langue eux autres, dans leur pensée eux autres aussi. On le sent bien, ça, une écriture, puis particulièrement dans les textes poétiques, très ouverte sur l'autre, justement, une volonté de s'adresser directement à l'autre, alloctone, québécois aussi, dans tout ça. Puis, il est question là, du territoire également. Puis, je disais qu'il y avait dans des morceaux de temps un sujet qui me ramenait un petit peu au premier recueil, à l'Opa de l'Indien. C'est un sujet qui traverse un petit peu les recueils. La question, je dirais, de la marchandisation de la culture autochtone, de la culture Wendat. Donc, j'avais envie de relire, si c'est permis, un passage, puis on en discute par la suite. Donc, c'est un poème qui, dans des morceaux de temps, à la page 35, pour ceux et celles qui ont le recueil. Il est écrit: « J'habite une réduction qu'un bus traverse à la course pour gagner la ville. Je projette des images sur les arbres, aux limites d'une terre, achetée après le vol de mes 40 arpents. Tu me visites dans mes sentiers éclairés, garde tes photos à l'album de tes voyages, souvenir d'un chemin de lumière naissant à la pointe de nos racines. »
Donc, c'est très contemporain comme C'est très moderne. C'est des dernières années que ça existe. Pas l'autobus qui traverse qui traverse vite. Ça fait très longtemps qu'elle traverse la réserve indienne par le boulevard Bastien, mais c'est le projet lumineux qui est en haut de la réserve où on présente notre culture à travers ça. Donc, ça fait partie de notre évolution de pensée, notre évolution de s'affirmer, puis notre ouverture au monde, parce que tout le monde vient. Avant, les gens venaient pour voir un tipi, puis ils venaient pour voir des... Faites attention, là, pour pas abaisser non plus tout ce qui a été fait, parce qu'il fallait passer par là, mais c'était plus folklorique. Les gens venaient pour voir des Indiens avec des plumes et des choses comme ça. Mais maintenant, on vient nous visiter pour nous connaître davantage dans notre modernité, tout en voyageant dans le temps avec nous. Ouais. Donc, maintenant, l'authenticité est importante et nécessaire chez nous. D'ailleurs, les jeunes nous surveillent beaucoup et puis il faut faire attention parce qu'ils sont là et c'est merveilleux là, que ces jeunes-là soient là et qu'ils veulent apprendre dans l'authenticité et non pas juste dans le folklore des Indiens et des cow-boys. Absolument. Puis c'est ce qu'on voit dans ce poème-là. Je disais que ça ramenait au Panda indien parce qu'il y avait une ironie là, par rapport à ces attrapes touristes, justement. Mais là, on est ailleurs dans un projet comme celui-là. Puis on le sent à travers la poésie puis les années, comment il y a cette réflexion-là, finalement, que vous menez à travers tout ça. Puis c'est aussi présent dans Yandata. Il y a des passages où il est question des powwows puis d'une certaine nostalgie aussi de ce qui étaient les powwows avant. Hein? Oui, absolument. C'était un autre monde. C'était un beau monde aussi. Quand je parle de réduction, on vivait vraiment dans notre réduction. Quand j'étais jeune, Wendake, c'est pas le Wendake d'aujourd'hui, c'était beaucoup maintenant. Wendake s'est agrandi, mais avant, c'était ce qu'on appelle le vieux Wendake, le bas du village qui existait seulement. Puis, on sortait pas de Wendake, le Redville était tout près, mais de l'autre bord du pont, on n'y allait pas. On vivait vraiment dans une réclusion. C'est pour faire réfléchir, mais on vivait vraiment dans la réserve indienne de Wendake, puis c'était vraiment différent. Donc, c'est un peu pour ça un état, une connaissance que les jeunes n'ont pas vraiment non plus de cette époque-là, parce qu'ils vivent une nouvelle modernité. C'est pour ça que dans le livre de récits, j'ai un peu écrit tout ça pour pas oublier aussi cette époque-là, ces moments-là qu'on a vécu ensemble, qui c'est beaucoup plus... Wendake était beaucoup plus fermé. C'était nous, quand on sortait de Wendake, ça fait peut-être... mettons, 60 ans de ça, 60-65 ans, que je suis vieux. Quand on sortait de Wendake pour aller à l'école, tu te faisais recevoir tout de suite en te faisant appeler sauvage. On te testait tout de suite, tu étais sauvage, tu apprenais déjà à te défendre chez des non-autochtones, chez les Blancs à cette époque-là. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est des réalités que j'ai essayé de rappeler dans ces livres-là aussi. Oui. Bien, c'est ce que je sens à la fois dans les deux, des morceaux de temps qui est aussi une poésie tout en récits, là, où il y a des récits qui se racontent. Yandata également, c'est des récits, c'est des morceaux, des moments captés dans la communauté, avec ses personnages, tous plus grands que nature, j'aurais envie de dire aussi. Donc, est-ce que l'écriture sert aussi à créer un espace mémoriel, finalement, pour que les jeunes puissent se rappeler de ce temps-là qu'ils n'ont pas connu? Oui, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça pour se rappeler. C'est parce qu'on peut leur parler de personnages qui ont existé, mais ils les ont pas vus, ils les ont pas côtoyés, ils les ont pas rencontrés. Donc, j'ai essayé par mon livre de les décrire, puis de les amener à poser des questions aux plus vieux ou à leurs parents. As-tu vraiment existé, ce type-là? Il était-tu comme ça? Puis où est-ce qu'il habitait? Puis qu'est-ce qu'il faisait? Donc, la rue des Odeurs que je parle là-dedans, ça l'a vraiment changé. Aujourd'hui, c'est une rue comme toutes les autres, c'est une rue moderne, mais à l'époque, c'était une rue où il y avait des artisans
chez moi, chez mes parents, chaque bord de la rue, c'était des gens qui lassaient des raquettes. Donc, c'est vrai qu'il y avait les odeurs, c'était les odeurs de babiche. Puis, en haut de la rue, bien, c'était des gens qui tapaient à la freine. Donc, il y avait des odeurs de bois. C'était vraiment... Mais les jeunes n'ont pas connu... s'ils voient la rue aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'imaginer que c'était comme ça à l'époque. Puis, les personnages, ben maintenant, même s'ils les défigurent, ben ils peuvent au moins réfléchir puis essayer d'essayer d'imaginer. Puis peut-être se dire qu'il y avait du bon temps aussi dans ce temps-là, que les gens se parlaient, puis les gens sont vraiment proches les uns des autres. Oui, puis de garder ça en mémoire, puis de s'en souvenir aussi. Donc, tout à l'heure, on parlait d'écrire aussi pour les Allochtones, pour que les peuples apprennent quelque chose l'un de l'autre, hein, mais aussi pour les jeunes Wendat, qu'ils puissent avoir la mémoire de la communauté, en fait, à travers l'écriture. Bien sûr, pour avoir la mémoire de ça, puis pour inviter les gens à venir visiter Wendake avec un autre œil, venir pour voir le patrimoine, pour venir voir l'histoire, la culture, et non pas chercher juste des petits capteurs de rêve ou des choses comme ça, mais vraiment pour que Wendake soit revu dans sa réalité, dans sa vérité. Oui. Mais je pense que pour ceux et celles qui n'auraient pas lu, c'est vraiment ce que fait ce recueil. C'est-à-dire, c'est une nouvelle fenêtre qui nous est offerte sur une communauté à travers les gens qui y habitent. Et pas justement à travers ces images stéréotypées qu'on a vues très, très souvent. Mais là, il y a quelque chose dans l'intimité des personnages, dans l'intimité des lieux. Bien, justement, de la communauté. C'est pas juste de présenter la réserve dans son sens juridique, mais c'est de présenter les gens qui Puis inviter aussi les autorités, les chefs, les gens à la culture, de se rappeler, de ne pas oublier tout ce qui existait, puis de la conserver, cette mémoire-là et ce patrimoine-là aussi. Oui, absolument. Ça m'amène... Je fais un petit détour, je nous ramène vers des morceaux de temps aussi. Je disais tout à l'heure que c'est une poésie qui emploie beaucoup, qui s'adresse à l'autre allochtone, à l'autre québécois. C'est une poésie qui est écrite au-dessus, très souvent aussi. Donc, vous vous adressez directement à quelqu'un d'autre. Une vraie nécessité d'établir le dialogue qui est posé dès le prologue. Hein, dans les recueils de poésie, on a... chez Mémoire d'Ancré, notamment, on a souvent ces prologues qui accompagnent les recueils comme des premières réflexions avant d'entrer dans les poèmes eux-mêmes. Puis, je lis un passage, justement, qui parle de l'établissement puis la nécessité d'établir ce dialogue-là dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui de colonialisme aussi, mais de voir qu'il est peut-être possible de faire autre chose. Il est écrit « On m'a interdit la pratique de ma culture, on a dirigé mon esprit, on m'a enseigné des choses que je ne voulais pas apprendre. Si tu avais voulu savoir qui j'étais, je me serais ouvert à toi au lieu de m'évader dans les vapeurs de l'eau de vie. Mais un jour, j'ai choisi la guérison, j'ai reconnu ce qui était bon en toi. Il fallait simplement se présenter l'un à l'autre face à face. J'avais tellement à te dire, même si tu étais toujours trop pressé. Tu ne connaissais pas l'heure indienne. J'ai appris à te comprendre et à t'apprécier. J'ai aimé une de tes filles. Le ministère des Affaires indiennes l'a cartée. Nos enfants sont des 6.1. Je ne te demande pas de te déposséder pour moi, mais de partager avec moi. Reconnais-moi et respecte-moi. Ouais. Ça revient beaucoup quand on me demande qu'est-ce que tu penses de la réconciliation. J'ai de la difficulté avec le mot réconciliation. Ah oui, parlons-en un peu. J'ai beaucoup de difficultés parce que pour moi, réconcilier, mais si on pousse plus loin, réconcilier de quoi? On a d'abord le besoin de se connaître, de partager, d'être ensemble, de se dire « Ah, c'est comme ça que tu es, puis toi, c'est comme ça que tu es, puis c'est le fun, tu es différent, mais quand même, on se rejoint sur beaucoup de choses. » C'est plus une question de rencontre, de se parler, de se reconnaître, de se respecter, chacun dans nos différences. Donc, réconciliation, c'est après tout ça qu'on se posera la question, est-ce qu'on a besoin de se réconcilier ou on n'a plus besoin parce que maintenant, on se connaît. On se connaît, puis on s'accepte maintenant. Donc, c'est plus une acceptation, arriver à une acceptation qu'une réconciliation, je crois.
Ouais. C'est bon de reconnaître les défauts de l'autre, comme nous, on a nos défauts, parce que dans la réconciliation, c'est comme si on n'avait pas de défauts, nous autres, puis que juste les gens qui sont pas de chez nous, qui sont les non-autochtones qui ont des défauts, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Donc, c'est ce lien qu'il faut créer, et puis on verra après s'il y a des petites choses qu'on doit se demander pardon, on le fera, sur des petites choses qu'on connaîtra. Puis si on a besoin de se réconcilier, bon, on se réconciliera, mais avant, on va apprendre à s'aimer et à se reconnaître. Ça, c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas terminé. Ah, ça commence. Ça commence. Oui. Je pense que la poésie, puis c'est un travail qui, dans le champ littéraire autochtone au Québec, a été important. On pense à des initiatives comme Amitita, Parlons-nous, auxquelles vous aviez participé en 2008. Mais je pense qu'on était à une époque où c'était pas encore facile. On le sent dans les correspondances parfois que ce dialogue-là, il n'est pas simple. Les stéréotypes ont la vie dure. Est-ce qu'on est ailleurs aujourd'hui, une quinzaine d'années plus tard? Je pense que oui, ça l'a beaucoup évolué, ça l'a beaucoup avancé. Aimé Titon, par exemple, je me souviens quand Laure Morali m'avait téléphoné chez moi, veux-tu participer? Bon, encore une de ces Françaises là, qui veut faire du folklore, là, qui veut jouer aux Indiens, puis j'avais une vieille rabougreuse, elle s'amuse beaucoup à ça quand je la rencontre, puis je rappelle ça, mais il y avait peut-être un esprit négatif, un esprit de peur, de crainte là, entre nous, parce qu'il y avait eu tellement de préjugés. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'on se soit parlé, là, comment ça a été important, comment ça a été bon, comment ça a été bien. Donc, oui, je pense qu'il y a des pensées d'ouverture beaucoup plus grandes maintenant, aujourd'hui, entre tous pour ça. Puis ça a donné des résultats vraiment, vraiment magnifiques. On a des amis partout. On a même des amis qui nous viennent de Rome. Fait qu'imagine-toi. Pas mal, quand même. Je ne peux pas dire plus. Tout à fait. Puis, si un recueil comme celui-là, qui s'adresse à l'autre, qui dès son prologue, là, pose cette question-là de se parler, de se reconnaître, est encore nécessaire aujourd'hui, c'est qu'il reste encore des obstacles, finalement, à cette rencontre-là entre les peuples. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous réfléchissez? Puis qu'est-ce que vous pensez que la poésie peut faire, en fait, pour s'ouvrir comme ça? Bien, je pense que ça peut faire réfléchir. C'est un peu le but d'écrire, c'est de faire réfléchir. Et puis même de me dire, de venir me rencontrer et de dire, regarde, t'es dans le champ, là, quand tu dis ça, là, c'est tant mieux qu'on me le dise, c'est comme ça qu'on se comprend, c'est comme ça qu'on sait ce que les autres pensent de nous, puisque comment on doit réfléchir aussi, puis comment on doit dire les choses. C'est l'ouverture qu'il faut qu'il y ait maintenant des deux côtés des gens, des Blancs et des Indiens. Hein? Oui, puis vous revenez là-dessus aussi beaucoup dans le texte, là, justement, la nécessité de cette ouverture-là, de se défaire des stéréotypes. Ça habite encore l'écriture. Mais là, j'ai envie de quitter cette discussion-là un petit peu sur les enjeux, d'acceptation entre les peuples pour aller au cœur de ce qu'est ce recueil-là. Je pense aussi des morceaux de temps. D'abord, en demandant d'où est venue l'inspiration de ce titre-là. Qu'est-ce que ça veut dire que des morceaux de temps? Quand j'ai écrit ça, j'étais dans une émotion où je pensais à mes ancêtres, à mes grands-parents, à mes parents, à tous les gens que je vous parlais tout à l'heure que j'ai rencontrés. Donc, ça faisait partie de mon temps à moi, que c'est un peu pour vénérer aussi ce temps-là, puis ces gens-là, en parler, puis me faire du bien, m'en rappeler d'eux, Il y a même des photos, justement, parce que quand j'ai commencé à écrire, puis je regardais ça, puis je suis allé chez ma sœur qui collectionne beaucoup de photos, puis je suis allé chercher des photos, puis je me suis mis à les regarder. Et puis, il y en a même quelques-unes qui ont été mises dans ce livre-là. Donc, vous savez, quand on vit parmi les gens, des fois, on les voit pas. Puis c'est plus tard, après ça, qu'on commence vraiment à les voir, à les connaître mieux, à les comprendre,
à s'ennuyer d'eux autres, à vouloir qu'ils soient là aujourd'hui pour qu'on leur dise autre chose que ce qu'on leur a toujours dit, là, comment ils ont été importants pour nous, puis comment on les a aimés. Donc, c'est un peu dans cette pensée-là que j'ai écrit des morceaux de temps. C'est mon temps à moi que je partage avec les autres. Oui. Donc, un recueil pour dire combien on a aimé les gens, pour raconter les histoires et tout ça. Puis, je pense que ça s'amorce avec Yannata, puis ça se poursuit ici aussi. Vraiment, l'hommage à la figure paternelle qui me semble omniprésente dans cette écriture des dernières années, en fait. Puis, il y a un très beau passage, puis j'y reviens toujours, dans des morceaux de temps, un poème où il est question de l'histoire de votre père qui travaillait pour ces messieurs. Et j'aimerais ça que vous nous en racontiez un petit peu. Qui sont ces messieurs-là, ces personnages très particuliers qui apparaissent encore ici dans des morceaux de temps? Ces messieurs-là, c'était quelque chose qui me choquait vraiment. Quand mon père a commencé à nous conter son voyage ou le temps qu'il était sur le territoire à travailler, j'ai travaillé pour des messieurs, puis ce monsieur-là m'a dit telle affaire, puis ça me choquait. Hein. Je trouvais que mon père se rabaissait en disant ça, mais c'était le langage de l'époque. Aujourd'hui, je comprends que c'est le langage de l'époque. Ces messieurs-là, c'était souvent des millionnaires, des Américains là, qui avaient acheté des territoires chez nous, qui avaient créé des pactes, tout ça. Donc, mon père travaillait pour eux autres. Mais il finissait toujours par me dire, ce monsieur-là, il était gentil avec moi. Moi, au début, je voyais toujours mon père qui transportait sur son dos tous les bagages du monsieur, puis le monsieur qui s'en allait en arrière avec ses belles bottes neuves, puis en essayant de ne pas trop les salir. Mais après ça, en vieillissant, là, plus jeune, ça me choquait. C'est facile de te révolter quand tu es jeune puis de te choquer. Mais après ça, en réfléchissant, je me disais, c'est la façon de faire de l'époque. Puis mon père, il était heureux quand même là-dedans. Il ne se plaignait pas de ça. Il disait les messieurs, non pas en se rabaissant. Donc, c'était un mot que j'ai accepté à un moment donné. Ces messieurs-là, c'était des personnages. Aujourd'hui, on pourrait nommer des noms. Au lieu d'appeler le monsieur, on pourrait dire telle personne. Mais c'est pour ça que je reprends le mot, parce que ça m'a longtemps frappé quand mon père arrivait et disait, là, j'étais avec tel monsieur, ou tel monsieur m'a dit ça, ou tel monsieur m'a donné ses bottes quand il est parti, ou tel monsieur m'a dit merci. Donc, c'est pas négatif. Ouais. Comme ça a pu le paraître au début quand elle me disait ça. Pour moi, c'était négatif, mais plus maintenant. Maintenant, c'est une période de vie, une époque qu'il y a eu où ça se passait comme ça. C'est ce qu'on sent mais dans l'utilisation de ce mot-là, monsieur, puis la manière que ça apparaît, c'est que c'est devenu des personnages littéraires dans une histoire beaucoup plus grande, finalement, puis qui trouvent des petits échos, des petits moments, puis on le voit bien, le club Triton, les messieurs, le père qui se promène sur le territoire. Je trouve que c'est une poésie qui est très imagée en ce sens-là, puis un potentiel d'avoir, c'est ça, faire de ces personnes-là réelles des personnages littéraires, finalement. Là. Il y a vraiment ça, malgré que on est en poésie, on n'est même pas dans un roman, mais je trouve qu'il y a des personnages comme ça, très forts, qui apparaissent dans la poésie. Oui, c'est des messieurs que je peux... qu'aujourd'hui, je vois avec une autre vision, mais c'est quand même des messieurs qui ont acheté de nos territoires, qui ont pris de nos territoires. Donc, oui, il y a les deux facettes. Ils ont pris notre territoire avec leur argent, mais d'un autre côté, mon père était heureux avec eux autres aussi quand il a travaillé pour eux autres. Donc, il faut voir... disons que j'ai beaucoup changé. J'ai arrêté de voir toutes les choses négatives, puis je suis capable d'accepter ce qu'il y a de beau aussi chez l'autre, tout ce qui s'est fait, ce qu'il a vécu parmi ces gens-là. On a parlé des photographies dans le livre qui sont vraiment magnifiques, des photographies de membres de votre famille, vous l'avez dit. Il y a aussi un autre aspect qui arrive à la fin. Donc, on a la poésie, on a leur prologue, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. Les photos, il y en a une dès le départ et ensuite d'autres photos à la fin. On a aussi un arbre généalogique à la toute fin. Pourquoi cette décision-là d'avoir ajouté un arbre généalogique à la fin d'un recueil de poésie? Pourquoi? Pourquoi? Si tu vois tout à fait en haut de l'arbre, oui, tu vas voir Anénorak. Oui. Donc, c'est un peu... Quand mon fils quand on a fondé les éditions Anénorak, on
on cherchait un nom pour l'édition, puis c'est le nom de mon arrière, de mon ancêtre le plus loin où on a remonté. Donc, j'ai parti mon arbre généalogique d'Anénorac pour voir que, aussi au travers de cet arbre-là, il y avait beaucoup d'Autochtones, naturellement, mais il y avait aussi des non-Autochtones qui sont mariés à... Ma mère, par exemple, est une non-autochtone qui a marié mon père. Donc, ça fait aussi partie de ce mélange avec les autres, mon arbre généalogique, pour comprendre que si on a été nommé indien, si le gouvernement nous nomme indien puis nous donne nous cartes, là, c'est une façon de voir qui n'est pas la façon des Premières Nations de s'accepter, de dire que tu es Wendat ou tu ne l'es pas, mais c'est une façon gouvernementale, c'est une façon de loi de nous nommer comme ça. Mais à travers tout ça, j'essaie de démontrer que pour moi, en dehors de ça, c'est mon monde. C'est du monde de partout. Beaucoup d'Autochtones. En haut de l'arbre généalogique, bien, naturellement, parce qu'on était beaucoup plus entre nous, mais que ça a évolué dans le temps, puis il y a eu des gens qui sont venus parmi nous, puis ça a donné le Jean Sioui d'aujourd'hui. Oui. C'est fascinant, puis on voit comment ça réinscrit le recueil dans une histoire familiale, pas juste dans une histoire, la grande histoire, c'est une histoire de famille, d'abord avant tout, qui se termine par cet arbre généalogique. Je ne connaissais pas l'histoire de l'ancêtre dont le nom était Anénorac, donc je trouve ça très beau aussi de savoir que le nom de la librairie, de la maison d'édition aujourd'hui, ben ça vient fonder un champ littéraire, mais c'est aussi une histoire familiale, ça s'inscrit dans une lignée. C'est ça. Ouais. Puis l'image qui accompagne l'arbre, au lieu d'avoir le feuillu le classique qu'on voit dans un arbre généalogique avec les petites cases. C'est l'arbre de vie des Wendat. Oui. Puis, est-ce qu'il y a eu une réflexion pour inclure cet arbre de vie-là? Est-ce que ça s'est fait naturellement pour présenter l'arbre généalogique? C'est venu après les photos. À un moment donné, je me suis dit, j'aurais dû faire juste un livre de photos. Tout mon monde que je voulais mettre là-dedans, que je reconnaissais, puis que je fouillais dans les photos, je fouillais dans l'arbre généalogique. Puis, j'ai dit non, c'est un recueil de poésie, d'accord? Je mets quelques photos, mais je vais mettre mon arbre généalogique. Donc, peut-être plus tard, on pourra fouiller, puis prendre des personnages là-dedans, puis les retrouver, puis les présenter peut-être dans un autre ouvrage ou dans autre chose, ou juste pour moi. Aussi, mais je vois bien ça. Moi, un livre de photos, ben là, déjà, ça mélange les deux, mais pas au sein du recueil. On a des photos au début, à la fin, mais c'est pas la poésie qui accompagne directement les photos, mais qui sait, ça pourrait être un projet qui sait? À venir. Il nous reste un peu de temps quand même pour conclure, mais parce qu'il y a cet arbre généalogique-là, donc il y a cette idée-là de la transmission de ceux qui sont venus avant jusqu'à aujourd'hui, puis éventuellement de ceux qui vont venir après. Qu'est-ce que vous espérez vraiment léguer avec vos... Pas léguer, c'est un mot qui sonne un peu final, mais transmettre aux générations qui viennent, qui vont suivre, qui vont prolonger cet arbre généalogique-là? C'est très, très actuel. Parce que mon fils, Daniel, va avoir, dans 2 mois, va avoir un enfant. Donc, elle va pouvoir, si c'est juste dans le livre de grand-papa qu'elle va voir l'arbre généalogique, elle va pouvoir poser des questions. Elle va dire, c'est qui lui? Et puis de plus en plus, chez nous, les Wendat, les jeunes qui nous arrivent, on a vraiment une connaissance pour les imprégner, pour les faire vivre. Par exemple, on donne des noms Wendat à nos enfants. Ils vont à l'école, ils vont au primaire, ils apprennent la langue Wendat. Ils sont plus imprégnés de la culture, de la vraie connaissance. Donc, si ça peut être juste un simple outil pour nos enfants, et en particulier pour ma petite fille, je ne l'avais pas écrit à cette connaissance, mais aujourd'hui, à cause de ça, je réalise que oui, peut-être que c'est un beau cadeau que je vais laisser
aussi à cet enfant-là. Oui. Puis là, comme il y a une petite fille qui s'en vient, est-ce que des nouveaux projets de littérature jeunesse qui vont peut-être arriver? Vous avez écrit plusieurs romans jeunesse par le passé. Depuis plusieurs années, ça a été mis de côté un peu pour de nos types. Est-ce qu'on peut imaginer de la littérature jeunesse revenir dans... Ce serait le fun, hein? Ça serait le fun! Ça serait le fun. Si le temps peut me le permettre encore, ben je pense que oui. Là, j'ai 2 projets sur la table qui vont aboutir bientôt. Là, je peux pas annoncer parce qu'il n'y a rien de signé, de contrat de signé. Mais après, sûrement que si je retravaille après, ça va sûrement être quelque chose. Donc, ça va être un livre où la première page, ça va être dédié à ma petite fille. Oui. Ah, ça serait super, ça. Les livres jeunesse, les Alénorac, justement, du même nom, mes enfants les ont lus aussi quand ils étaient plus petits. Puis je trouve qu'il était question au début de notre entretien d'une littérature qui se veut aussi universelle, c'est-à-dire qui raconte l'histoire des Premières Nations, qui raconte à partir d'une perspective Wendat qui est la vôtre, mais qui s'ouvre vers l'universel. Puis je pense que la littérature jeunesse, les romans que vous avez écrits, directement... C'était beaucoup aussi... tu as parlé de la collection Les Loups Rouges qu'on avait portée. C'était un peu aussi l'idée derrière ça de montrer aux auteurs autochtones, ou ceux qui n'étaient pas auteurs encore, mais ceux qui avaient peur d'écrire, bien, regardez, il y a une plateforme, il y a quelque chose où peut-être vous pourriez commencer à écrire avec des livres jeunesse comme ça, puis on va vous aider dans la publication avec la Lougoutière à ce moment-là. Donc, c'est un peu cette idée-là aussi que j'avais écrit des livres jeunesse pour dire, regardez, là, vous êtes capable d'en raconter des petites... Vous en êtes fait raconter par vos parents, par vos grands-pères des histoires, bien, vous êtes capable d'en raconter aussi, vous autres, aujourd'hui. Donc, c'était un peu le but de ces livres jeunesse-là aussi. Puis on l'a vu, comment c'est important la littérature jeunesse autochtone actuellement. Là, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Je pense que c'est vendredi qu'il y avait une table ronde, justement, sur la littérature jeunesse actuelle. 3 nouvelles autrices qui publient leur premier livre, qui est un livre jeunesse. Donc, on sent vraiment cet enthousiasme-là, en fait, pour produire une littérature, pour que des jeunes des Premières Nations puissent se reconnaître aussi dans la littérature. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement rendus professionnels aujourd'hui, ces livres-là. C'est formidable d'en être rendu là. Absolument. On est très loin du début quand on a créé la maison d'édition où le but était de se permettre de travailler beaucoup plus sur les livres pour aider les gens. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est rendu là, des auteurs fantastiques là, on a presque plus de travail à faire dans les livres parce que c'est trop bon. Bien, je pense que vous avez contribué à ça avec le travail de mentorat, les ateliers d'écriture, que ce soit à Wendake ou à Banff aussi. Je pense qu'on a à vous remercier énormément pour cette nouvelle génération d'auteurs et d'autrices qu'on a aujourd'hui. Puis ça se traverse vos textes, mais votre engagement littéraire dépasse un engagement d'écrivain. C'est vraiment quelqu'un qui avait contribué au milieu littéraire, qui avait toujours voulu partager, transmettre. Bon, j'aimerais que ce soit ça qu'on se rappelle de moi, là, encore plus que d'écrivain, mais de ce que j'ai pu aider, ce que j'ai pu faire cette ouverture là, à la littérature des Premières Nations pour tous les autres auteurs là, qui aujourd'hui sont connus, sont reconnus, puis qui existent. Donc, l'importance de la transmission, et dans les livres et dans le mentorat. Voilà. Bien, ça tire à notre fin. Donc, je vous remercie très chaudement, Tiawan Kiné, pour ce bel entretien. Je pense qu'on peut applaudir. Ça va, merci.